Moi, je retiens deux enseignements du premier tour. Le premier enseignement, c'est d'abord, comme vous le soulignez, le fait que 31,75% du corps électoral ait pu me passer en tête. Cela signifie une chose très claire, c'est que les Français et les électeurs de cette première circonscription en particulier ont soif de cohérence. Ont soif de cohérence pour donner une majorité claire au président de la République afin d'accomplir les réformes vitales qui s'imposent pour notre pays. Ça, c'est le premier enseignement que je retiens. Le deuxième enseignement que je retiens, c'est en effet celui de l'abstention. L'abstention record, qui, ma foi, est assez classique, allais-je dire, malheureusement, pour une élection législative qui suit une élection présidentielle, mais qui doit nous interpeller à tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous avons un devoir majeur, c'est de s'impliquer, de nous impliquer dans le débat pour notre pays, le débat d'orientation majeure qui est en train de se vivre aujourd'hui pour notre pays. C'est celui de pouvoir accomplir des réformes vitales qui vont s'imposer, et donc j'appelle les électeurs qui se sont abstenus au premier tour à se mobiliser, à ne pas lâcher les enjeux considérables qui sont sous-jacents dans cette élection et à se déplacer le deuxième tour pour voter et donner une majorité claire au président de la République. Les résultats, justement, 30,75%, comment vous les interprétez, Romain Grau? Je les interprète d'abord, comme je vous le disais précédemment, comme une soif de cohérence de la part des électeurs qui veulent véritablement confier la structure nationale à une équipe qui va réformer le pays en profondeur. Je pense que chacun de nous a compris qu'il y avait un impératif majeur à réformer ce pays au-delà des clivages politiques. Parce que depuis 30 ans, on nous a enfermés dans des faux clivages qui n'ont eu qu'une incidence, qu'une conséquence, au fond, c'est nous empêcher d'accomplir les réformes vitales qui s'imposaient. Alors même que nos pays voisins, nos voisins, les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, les Belges, accomplissaient ces réformes-là. Aujourd'hui, il nous faut nous unir au-delà des clivages et réformer le pays. Et puis j'en tire un enseignement local. Localement, ma foi, on le voit bien, depuis 30 ans, on nous enferme dans des clivages brutaux, violents, mais stériles. Et on le voit dans l'intérêt du département. Ce département s'est enfoncé dans un chômage de masse, 15% de taux de chômage, 25 000 allocataires du RSA. Dans ce contexte-là, je pense que les gens ont soif d'acteurs politiques qui agissent et qui cessent de s'opposer, de s'invectiver. Aujourd'hui, vous savez, ce scrutin, il dépasse nos petites personnes. C'est se redonner un destin national. Redonner la gloire à la France qu'elle mérite, la place qu'elle mérite. Elle mérite la première place et je pense que cet enjeu dépasse largement nos querelles de personnes. Premier point. Deuxième point, ce que je retiens, pour les deux griefs qui ont été formulés avec une brutalité, une violence et une mauvaise foi considérable, c'est que pour soi-disant ma versatilité politique. Moi, je suis élu dans une circonscription que je n'ai jamais quittée, où je travaille, où je vis avec ma famille. Premier point. Deuxième point, je veux servir. Je veux servir et être utile. Et au fond, la meilleure façon de servir et d'être utile, c'est de se présenter devant les électeurs. Et j'y suis allé régulièrement. Je suis élu conseiller départemental, vous le signaliez, du Moulin à Vent, parce que je suis allé devant les électeurs et j'ai mis chacun devant ses responsabilités. Dernier point, sur ce qu'on a appelé l'affaire EAS. Moi, je retiens une chose, c'est qu'il y a 3 ans, aucun homme politique, de quelque parti que ce soit, n'est venu sauver l'entreprise. J'y suis allé avec un tour de table d'associés pour essayer de sauver 230 emplois et les revenus de 230 familles. Et tous les jours, vous savez, j'y suis dans cette entreprise. Tous les jours, j'y arrive vers 6h30 et j'en pars vers 22h pour sauver l'emploi, pour remplir le carnet de commandes. Et moi, le seul point que je retiens d'AES, c'est que j'ai une nécessité, nous avons tous une nécessité de faire vivre l'emploi industriel dans ce département. On a un taux de chômage, et je réinsiste là-dessus parce que c'est un des sujets majeurs pour notre territoire, de 15%. Vous imaginez l'impératif qu'il y a? Je pense que le travail d'un parlementaire, catalan ou autre, il est de deux ordres. Il est d'un premier ordre national et de participer à une dynamique nationale qui sera profitable pour ce territoire. La baisse du coût du travail, la flexibilisation du droit du travail, la moralisation de la vie publique, ce sont des sujets qui sont nationaux mais qui seront éminemment utiles pour ce territoire. Et je m'impliquerai pleinement dans ce travail au sein de la future majorité parlementaire. Le deuxième axe, c'est en effet un axe, allais-je dire, de lobbying. Au fond, le député élu de son territoire doit batailler, doit œuvrer pour que le territoire qu'il représente soit bien représenté et soit utilement servi. Et pour cela, il vaut mieux un député de la majorité, allais-je vous dire, qu'un député de l'opposition. Le député de la majorité aura l'oreille du gouvernement, pourra en effet aller chercher les budgets, pour en effet aller chercher, avoir l'oreille du gouvernement et l'oreille du président de la République, afin de pouvoir mobiliser au maximum tous les fonds de l'État nécessaires et utiles au développement de ce département.
Il y a une question aussi importante, c'est la question de l'aménagement et de l'équilibre des territoires. Comment agir en tant que député pour maintenir justement cet équilibre entre la ville-centre, le périurbain et puis aussi les communes rurales, les zones rurales? Deux axes doivent être retenus. Le premier axe, c'est que la ville de Perpignan est la ville-centre, vous l'avez dit, et une ville-centre a des tâches de centralité. Il est donc nécessaire, indispensable que la ville-centre soit aidée à assumer ces tâches de centralité. Et si Perpignan va, le département ira. Donc il faut que Perpignan aille mieux aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison, alors en particulier sur la circonscription, on a des villages ou des villes qui sont aujourd'hui périurbains, en zone périurbaine, voire urbaine. En réalité, la frontière entre Perpignan et Bonpasse, on voit bien qu'elle est factice, ou du moins qu'elle n'apparaît pas à l'œil nu. Ou entre Perpignan et Toulouse, ou entre Perpignan et Canoës. Que faire? Eh bien, il faut savoir aider les cœurs de village, les cœurs de ville à résister, à se construire, à prospérer. Et aujourd'hui, on le voit, certains villages réussissent fort bien. Et ensuite, il faut aussi se garder de tout amalgame. Toulouse, par exemple, a une vie économique propre, autonome, 2000 emplois naturopoles. Et donc, Toulouse n'a rien à envier à Perpignan en matière de création d'emplois, de la même façon que Cabestany, avec un pôle santé majeur pour le département. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est regarder vers l'avenir de manière positive et construire une ville-centre qui soit très forte, qui permettent à tout le département d'être dynamique et réactif. Justement, pour construire cette ville-centre Perpignan dont on parle, il y a un gros chantier qui s'impose, c'est la rénovation urbaine. Oui. Comment vous comptez l'accompagner si vous êtes élu député? En m'impliquant dans ces dossiers. M'impliquant dans ces dossiers, ça veut dire aller voir l'ANRU, le directeur général de l'ANRU, en m'impliquant sur tous les dossiers de rénovation urbaine, sur deux axes là aussi. Le premier axe, il y a des quartiers qui sont, ma foi, en détérioration, en voie de détérioration que l'on appelle pudiquement sensibles. Ces quartiers-là, il faut savoir les reconstruire ou les aménager ou les améliorer. Ça, c'est le premier point. Mais tout n'est pas affaire de bâtiments, parce qu'il y a des quartiers également qui ne sont pas en voie de détérioration. Et les quartiers même que l'on considère comme sensibles, tous ces quartiers ont besoin de vie sociale. Et donc, il faudra aussi, sur la rénovation urbaine, comprendre qu'il faut un volet de vie sociale. Création de commerce, aide à la création et à la pérennisation de commerce dans ces quartiers-là, facilité de la vie sociale, police du quotidien. Vous savez, le programme du président de la République là-dessus, la police du quotidien, elle sera précieuse là-dessus également. Sur le centre-ville, deux points là aussi. Depuis 3 ans, on peut choisir de voir le verre toujours à moitié vide. Moi, j'ai pris le parti pris, depuis le début de ma vie, de le voir souvent à moitié plein. Parce que depuis 3 ans, qu'avons-nous fait? Le musée Rigaud qui va ouvrir ses portes, le nouveau musée Rigaud qui va ouvrir ses portes fin juin, l'université en centre-ville, c'est pour redoper le centre-ville. Et nous l'avons fait en partenariat très étroit avec mon ami le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol. Nous l'avons fait en partenariat étroit avec tous les acteurs, commerçants, universités, acteurs sociaux de ce centre-ville. Premier point. Deuxième point, sur l'avenir de ce centre-ville. L'avenir de ce centre-ville, il ne passera que par la lutte contre la paupérisation dans les quartiers de ce centre-ville. Et cela, ça mérite une politique de rénovation urbaine, une politique de sécurité qui redonne confiance aux Perpignanais pour revenir s'installer en centre-ville. Et c'est le point majeur, ça doit être l'axe majeur d'une politique. Donc, je choisis de voir le verre à moitié plein et je prends le pari que dans quelques années, vous verrez que tous les efforts que nous faisons aujourd'hui seront porteurs de fruits, de prospérité et de bonheur pour les Perpignanais qui vivent en centre-ville. Quelle solution vous défendriez? Plutôt un palais de justice nouveau à Saint-Assist, que les terrains sont déjà prêts, ou alors la rénovation et l'agrandissement du palais de justice au centre-ville? Réponse très rapide parce qu'on va arriver au terme de l'émission. Je vais essayer d'être rapide, mais le problème, le dossier est quand même un peu complexe. Pourquoi est-il complexe? Parce qu'il illustre à merveille l'immobilisme de la classe politique catalane depuis très longtemps. On se dispute entre nous, savoir s'il faut le mettre à un endroit ou un autre. Ça fait 10 ans que ce dossier dure. Et à Paris, ils profitent tranquillement de ce sujet-là en nous disant, écoutez, mettez-vous d'accord et après on verra si on y met des sous. Aujourd'hui, le vrai sujet sur le palais de justice, c'est de faire. Après, bien entendu, le centre-ville mérite toutes les attentions et je préférerais que le palais de justice soit au centre-ville pour permettre au centre-ville de continuer à prospérer et à vivre plutôt qu'à Saint-Assist. Une fois que je vous ai dit ça, ce qui compte, c'est que dans le mandat, le palais de justice sorte de terre, soit réaménagé et reconstruit. J'appelle tous les électeurs à se mobiliser. Moi, je ne connais pas de gens de droite, de gens de gauche. Je ne vois que des amis, des électeurs et des concitoyens face à moi. Et je les appelle à se mobiliser pour le deuxième tour, pour donner une majorité claire à notre président et à notre gouvernement pour réformer en profondeur notre pays qui en a besoin et pour redonner sa place
pleine et entière à notre France. J'aime ma France, j'aime notre France, j'aime ma patrie et je pense qu'il faut lui donner le rang qu'elle mérite aujourd'hui en la réformant en profondeur. Pour cela, une majorité claire au président de la République sera nécessaire. Donc il faut voter et voter pour les candidats du président de la République. Merci.